En français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir, bienvenue à En français s'il vous plaît. Ce soir nous allons parler politique roumaine et internationale car notre invité est un homme politique, ancien ministre des Affaires étrangères. Il est aujourd'hui vice-président du parti du Mouvement populaire. Teodor Băconski, invité dans le studio de RFI. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir à tous. Et avec nous, comme chaque mardi, Nicolas Don. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à vous tous. Nous allons commencer avec l'Ukraine parce que depuis quelques semaines, on regarde tous très attentivement ce qui se passe à l'est de la Roumanie, surtout ces derniers jours. Monsieur le ministre, quel est votre avis suite aux événements de ces dernières 48 heures, je dirais, avec tous les événements qui se sont déroulés. À un moment donné, on avait l'impression que la tension montait. Maintenant, au moment où on parle, elle est descendue d'un cran. Bien, je me réjouis du fait que, la tension n'est pas montée. Il n'y a pas eu d'escalade. À cet instant, le président Poutine a quand même retranché ses troupes dans les casernes, donc il n'y a plus pour l'heure, de risque immédiat de voir monter des violences et le conflit dans son ensemble. Et néanmoins, la situation concerne de plus en plus le monde occidental. Ce que est quelque peu regrettable, c'est que la Russie, par la même occasion, a perdu la face. Elle a investi ces dernières années des milliards dans son image de pays, un peu spécial, mais quand même fréquentable, qui joue dans la cour des grands, qui fait une bonne figure dans le G8. Et je pense que tout ce travail de marketing politique s'est un peu envolé après cette aventure en Crimée. D'autre part, on n'a pas eu de réaction, la communauté internationale s'est mobilisée, il y a eu des critiques de plus en plus sévères contre la conduite adoptée par, je dirais pas par la Russie, plus que par le président Poutine. C'est le facteur clé dans cette histoire, et donc il y a moins de crédibilité internationale pour la Russie, ça c'est certain. Espérons qu'il y aura un dialogue entre avec la participation des États-Unis, des grands pays européens, de la Russie, avec ce nouveau gouvernement à Kiev. C'est essentiel pour sortir de cette impasse géopolitique, économique, financière. Vous avez vu, il y a un impact direct sur les bourses. Le rouble est affaibli. Toute la région est pénalisée par ce jeu assez risqué. En attendant ce dialogue, monsieur le ministre, est-ce que la Roumanie est vulnérable, la Roumanie voisine de l'Ukraine? Est-ce que ce pays est vulnérable face à la situation en Crimée? Vulnérable, c'est peut-être trop dire. Il y a certainement un effet de contagion, puisque vu du dehors, toute la région est, le signe de cette instabilité, mais pas directement, puisque nous sommes bien installés dans un statut géopolitique clair, membre à plein titre et de l'Union européenne et de l'OTAN. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout inquiété. Ce qui m'inquiète, c'est que, le partenariat oriental pour lequel l'Union européenne a œuvré depuis des années, avec un succès variable, est un peu compromis à cette heure-ci, puisque on est loin. On a accordé dans le Parlement européen récemment la liberté de circulation pour les citoyens de la République de Moldavie, mais on est dans une logique complètement altérée à l'échelle régionale. Il n'y a plus personne maintenant à invoquer le partenariat oriental, et c'est dommage parce que
Ce fut un travail diplomatique, politique, un investissement sérieux, peut-être pas assez courageux de la part des pays européens, mais en tout cas, il faut tourner la page d'abord pour ensuite revenir à une logique de construction politique et de dialogue. Et comment vous pensez que cela va se terminer en Ukraine? Parce que là, nous sommes dans une logique où la Russie occupe de facto la Crimée. Il y a des manifestations, il y avait hier des manifestations dans les grandes villes de l'Est de l'Ukraine, des manifestations pro-russes, et en même temps nous avons un gouvernement intérimaire qui est reconnu par l'Europe et par la Roumanie. Quel peut être le dénouement? On parle de plus en plus d'un scénario de fédéralisation de l'Ukraine. Nous, en tant que pays membre de l'Union européenne, on est contre. Et de l'OTAN. Et de l'OTAN. Et puis, il y a une difficulté qui n'est pas seulement juridique. La difficulté des pays garants de ce mémorandum de Budapest de 1994, par lequel pas seulement la Russie, mais les États-Unis et la Grande-Bretagne se portaient garants de l'indépendance et de l'intégrité de l'Ukraine. Et on n'a pas d'autres documents sur la table. Donc c'est ce qui devrait se passer, c'est de revenir à cet engagement, puisque ce fut le prix à payer pour l'Ukraine pour démanteler son arsenal nucléaire. Bon, on va voir. De toute façon, modifier les frontières comme ça d'un jour à l'autre, manu militari, n'est pas acceptable. Il faudra négocier. C'est vrai que la partie orientale de l'Ukraine est russophone, russophile. Oui, mais il n'y a pas de double nationalité, ça, il faut le rappeler. Oui, mais surtout l'influence de la Russie sur le terrain, du point de vue économique et pas seulement, est assez forte. Mais il faut quand même plaider pour la souveraineté de ce pays. Et bon, même s'il y a beaucoup de cynisme dans les relations internationales, il faut quand même ne pas abolir complètement la philosophie du feu président Wilson. Finalement, chaque nation, soit-elle grande ou petite, a le droit à l'autodétermination, donc a le droit de choisir un chemin. Et donc, on a bien vu, il n'y avait pas dans le Maïdan à Kiev que des gens qui défendaient l'intégration européenne du pays. C'était une mosaïque qui reflétait assez bien le caractère un peu hétérogène de la société ukrainienne, mais néanmoins, les manifestations contre Yanukovych étaient inspirées par le fait qu'il avait complètement détruit des espérances collectives quant à la destinée européenne du pays. La Roumanie, en français s'il vous plaît. Avec Theodor Bakonski, homme politique, vice-président du Parti du Mouvement Populaire et ancien ministre des Affaires étrangères. Une question de Nicolas Don. On a vu très souvent ces derniers temps dans la presse internationale, et notamment dans la presse française, une caractérisation de Vladimir Poutine qui est sans équivoque. C'est un homme du passé, c'est un partisan de l'Union soviétique. Il ne lâchera jamais l'Ukraine sortir de la zone d'influence de Moscou. Est-ce que ça vous paraît d'actualité ou est-ce que pour vous c'est une vision exagérée ? Bon, Poutine est un négociateur, mais il a agi, là je suis d'accord avec le jugement du secrétaire d'État américain John Kerry, il a agi de manière anachronique, genre 19e siècle, ou bien même l'URSS. C'est clair qu'on ne fait pas les choses comme ça, on a beaucoup de moyens aujourd'hui pour régler toutes sortes de disputes. Mais pas comme ça. Ce qui me préoccupe plus, c'est c'est d'imaginer
M. Poutine d'ici 5 ans? Qu'est-ce qu'il fera dans 5 ans? Puisque personne ne s'attendait à une agression militaire. Donc, il y avait le chantage, enfin la pression sur le prix du gaz pour l'Ukraine, il y avait toutes sortes de leviers économiques pour dompter ce grand voisin tenté par le rêve européen, mais d'autre part, l'action de M. Poutine, je répète, c'est du passé. Donc il s'est mis dans une logique qui n'est pas celle de la postmodernité occidentale. Et il y a une faille, on va voir comment la remplir au-delà des formules diplomatiques. Pour terminer avec ce chapitre, Monsieur le ministre, que va-t-il se passer avec notre voisin le plus proche, la République de Moldavie, un pays qui lui aussi est divisé? Il y a la Transnistrie qui est peuplée de russophones et qui de facto est indépendante d'une manière ou d'une autre depuis plus de 20 ans, la Moldavie qui a paraphé le traité d'association avec l'Union européenne et dans l'attente d'une signature d'ici quelques mois. Comment vous voyez l'avenir de ce petit pays alors que on a tout ce qui se passe maintenant en Ukraine? Donc si M. Poutine recule, il y a encore de l'espérance pour voir la République de Moldavie continuer son parcours naturel qu'elle a bien choisi démocratiquement et pour lequel elle a travaillé. C'est vrai que tant qu'il y aura des militaires russes sur le territoire national de la République de Moldavie, ce sera difficile d'imaginer une intégration complète de ce pays. Mais d'autre part, le drame ukrainien jette un reflet paradoxalement optimiste sur la Moldavie parce qu'elle est plus que jamais le bon élève, le pays qui ne pose pas de problème et qui justifie le regard vers l'est de Bruxelles. Et donc, John Kerry était là. Angela Merkel a fait une visite tout aussi importante il y a quelque temps. Donc la Moldavie et le présent gouvernement, conduit par l'ancien ministre des Affaires étrangères Yuri Elenko, et a le soutien de l'Europe, clairement, des États-Unis également. Donc s'ils ne font pas de faute de parcours majeure, ils seront là. C'est leur droit et la Roumanie va les soutenir sans condition. Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec Theodor Bakonski, ancien ministre des Affaires étrangères, et Nicolas Don, nous allons passer à la politique intérieure. Avec quoi? Parce que nous avons tellement de questions. Moi, je proposerais qu'on commence par le nouveau gouvernement de Victor Ponta III, qui n'est pas encore investi à l'heure où on enregistre cette émission. Mais qui est très surprenant, monsieur le ministre. Vous avez été ministre, donc on l'a dit à plusieurs reprises. Vous voyez quand même toute une pléiade de jeunes inconnus qui arrivent, de technocrates. Qui sont-ils ces gens-là? Ça, je ne veux pas vous poser la question, parce que vous l'ignorez sans doute, tout le monde l'ignore, mais est-ce que c'est un bon pari que celui du Premier ministre Ponta, que de mettre à mal un peu la classe politique et d'apporter du sang neuf, dit-il, de la société civile? Nous savons tous que lorsqu'on a un gouvernement de technocrates, cela veut dire, crise politique ou sinon, période de transition vers autre chose. Je salue en principe l'arrivée au gouvernement de jeunes gens bourrés de diplômes apparemment, qui feront peut-être un bon travail. Politiquement, le Premier ministre aura des coups à encaisser, puisque les gens forts du PSD du Parti social-démocrate sont très fâchés par ce choix. Qu'ils n'ont pas validé, qu'ils n'ont pas discuté. Ça d'une part, et d'autre part, il y a ce problème quand même de légitimité, puisque ils ont eu un vote massif, décembre 2012, sur une formule politique d'alliance qui n'existe plus.
La composition du gouvernement a subi des transformations dramatiques, hein, c'est pas de la cosmétique. Ce sont de nouveaux partis qui se sont engagés à gouverner le pays, alors que donc il faudrait avoir un vote politique du Parlement pour cette nouvelle formule. Sauf que le Premier ministre, qui est nettement moins triomphaliste qu'auparavant, il hésite de passer par le vote du Parlement. Il a fait passer ses nouveaux ministres, ses propositions par les commissions du Parlement, mais est-ce suffisant? Vous dites quand même repasser devant le Parlement, mais le président de la République dit qu'il aurait fallu qu'il repasse me voir moi directement. Pour ce nouveau gouvernement. Vous savez, c'est l'esprit et la lettre de la Constitution, finalement. Donc, on a un mandat populaire, après les élections générales. Bon, si on change de formule si profondément, on doit normalement se présenter cas par cas tous les partis politiques. C'est ce que la Constitution prévoit. Ils doivent se présenter pour des consultations avec le chef de l'État, qui a le droit, le cas échéant, de désigner une autre personne, donc de dégager une nouvelle majorité. Ce ne fut pas le cas. Et donc, il y a une certaine confusion, y compris constitutionnelle, dans le présent contexte politique roumain. Voilà, à l'heure où on parle, il y a ce risque que la crise politique se prolonge parce que le gouvernement, ou la mise en place de ce nouveau gouvernement, sera contestée par l'opposition. Je pense que c'est votre parti aussi qui va faire opposition. Notre parti, bien que nous avons quelques 16 ou 17 membres du Parlement représentant le Parti populaire, du mouvement populaire. Je m'adapte au français mais on n'a pas le droit d'initier quoi que ce soit, puisque selon la nouvelle législation interne du Parlement, on ne peut pas constituer notre propre groupe parlementaire. Mais il y aura certainement l'opposition assez hétéroclite, comme elle est aujourd'hui, va saisir l'opportunité de mettre en cause ce gouvernement par une motion, puisqu'il n'est pas passé parce que ce que la Constitution prévoit dans ces cas-là. Alors, on va faire un peu de politique fiction, si vous le voulez bien. Comment voyez-vous les mois qui viennent, dans la perspective d'abord des européennes et ensuite des présidentielles, avec ce nouveau gouvernement validé ou pas, avec peut-être enfin un rassemblement de l'opposition? Vous êtes l'un des partis d'opposition. Quel est votre scénario pour ces semaines et ces mois qui viennent? D'abord, il y aura pour les européennes une extrême fragmentation dans la compétition politique, puisque vous avez vu la nouvelle alliance prônée par le Premier ministre Ponta, cette union sociale démocrate réunissant 3 partis, a été rejetée par le bureau électoral central. Et donc, ils n'auront pas le droit de se présenter ensemble avec des listes communes. Oui, c'est juste un vice de forme, en fait. Hein, mais qui va les empêcher de se présenter ensemble aux européennes. Et ça sur la gauche, et puis sur la droite, il y a au moins 5 partis qui, pour des raisons différentes, seront eux aussi forcés de se présenter individuellement. Mais c'est le bonheur de la démocratie que de passer par des élections pour mesurer ses forces, pour établir de nouveaux rapports de force entre les partis. Il y a certainement une question à trancher. Qui sera, après 25 mai, le chef de l'opposition de droite capable de rassembler autour de lui, sur une plateforme commune, une nouvelle construction politique, comment isoler les socialistes, et puis comment dégager le consensus pour soutenir un seul candidat à la présidence. Est-ce que le fait que le Parti national libéral, qui jusqu'à présent était avec les socialistes au pouvoir, soit passé dans l'opposition,
est un handicap pour un parti comme le vôtre, nouvellement créé, ou c'est une chance parce que la droite, il y a toute la droite est dans l'opposition actuellement? À part, quelle droite je pense que c'est une chance qui va élargir un peu notre couloir, parce que le Parti national libéral a quand même l'obligation, pas seulement morale, politique, d'assumer le gouvernement qu'il a assumé jusqu'à présent. Donc il faut décompter tout ça du point de vue électoral. En plus, je note que M. Antonescu, le chef du Parti national libéral, qui était jusqu'hier, dans une amitié historique avec le socialiste Ponta. Là, il est un peu partout. Il est au pouvoir, dans le territoire, puisque là, l'ancienne Union sociale-libérale continue apparemment de fonctionner ponctuellement. Alors qu'il se situe dans la capitale, il se situe dans une opposition de plus en plus vocale. Mais je pense que l'électorat n'est pas dupe, et il verra bien que ce parti-là a quand même abandonné tout principe et politique publique de droite depuis 3 années maintenant. Et donc, il faudra recomposer la droite, mais autour de certains principes, vision sur le développement du pays, vision de politique étrangère également, un peu différente de ce que le Parti national libéral peut offrir. Une dernière question de Nicolas Don. Juste de politique intérieure, donc on a vu tout à l'heure que pour des raisons juridiques ou de pratique politique pure, chaque formation politique roumaine ira séparément à la bataille en mai lors des européennes. Par contre, les présidentielles de novembre, c'est tout à fait une autre histoire. Je vais vous poser la question qui fâche, notamment à droite. Comment faire le deuil du président Băsescu qui ne peut plus se représenter? Faire le deuil, c'est une expression forte et peu adéquate selon moi, puisque Traian Băsescu, il n'a pas seulement, il a 62 ans, il est extrêmement actif. Il a dit qu'il pourrait être Premier ministre. Absolument, mais il peut plus y aller, c'est faire le deuil. Oui, mais je pense que celui qui va être désigné et soutenu dans cette nouvelle construction de droite par le président Băsescu l'emportera. Donc vous pensez que celui qui va remporter, ou celui qui a le plus de chances à droite, c'est celui qui va être en quelque sorte l'héritier de Traian Băsescu? Bon, héritier officieux, mais quelqu'un qui soit, en étant soutenu par M. Băsescu, assumera la promesse majeure de continuer sa ligne, c'est-à-dire réformer l'État et puis euro-atlantisme sans faille. Et est-ce que vous croyez, parce que la personne, pour le coup, ne croit à un retrait de la vie politique du président lui-même, il l'a dit à plusieurs reprises, est-ce que vous croyez à ce serpent de mer aujourd'hui d'un retour du président Băsescu sous une autre forme en politique que celle du président de la République? Écoutez, faire le deuil, c'est du président. Oui, il a su se réinventer à maintes reprises, il le fera encore. Il a toute l'énergie, l'autorité, l'expérience interne et internationale qui vont encourager et soutenir cette continuation de sa vie politique. Et puis, franchement, si je compare le poids politique des principaux leaders de la droite roumaine, à savoir M. Băsescu, M. Antonescu et M. Blaga du PDL, je pense qu'il y aura, l'électorat va tout de suite s'orienter vers la force, la vision, la traction électorale de M. Băsescu. Tudor Baconski, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Nicolas. Merci à vous. Merci. Merci, et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. En français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone.